Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on recevra Laurent Couronne qui sera sur ce plateau dans quelques instants, nouveau directeur général des dernières nouvelles d'Alsace et du journal L'Alsace depuis le 8 avril. Rencontre avec ce spécialiste de la presse quotidienne régionale. Et ce garçon, il l'a fait, Benjamin Latte, 10 titres de champion de France de canne de combat, mais également 4 fois champion du monde. Ce sportif survole son art depuis 17 ans, il sera avec nous. Sabrina Keller recevra Anthony Gonçalves, joueur au Racing Club de Strasbourg et ambassadeur de femmes de foot. Et Tanguy Flores et l'actualité de Tchap en fin d'émission avec un facteur d'orgue qui est basé à Haguenau. Avant cela, c'est le JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous, dans l'actualité alsacienne de ce mardi 18 juin, nous irons d'abord à Mulhouse. Depuis plusieurs mois, les urgentistes sont en grève. Ils ont organisé un cortège funéraire ce matin pour alerter sur leur situation. À Strasbourg, l'IRCAD poursuit son développement après 25 ans d'existence. Le centre de recherche et de formation chirurgicale voit toujours plus grand. Une extension du site sera opérationnelle en 2020. Et à Paris, la fête de la musique se prépare pour le solstice d'été. C'est vendredi que ça se passe, mais dans la capitale, on fait la fête avec un peu d'avance. Mais pour commencer, coup de théâtre dans la vie politique strasbourgeoise, ce matin, le président de l'Eurométropole, Robert Herrmann, a annoncé son retrait des élections municipales en 2020. Après 30 ans d'activité publique, il s'est exprimé ce matin au micro de Camille Roland. C'était l'annonce surprise de la matinée. Robert Herrmann, président de l'Eurométropole et adjoint au maire, ne sera pas tête de liste Parti socialiste pour les municipales de 2020. En janvier, il l'avait annoncé, sa candidature serait sous condition. Mais à 9 mois du début de la course aux municipales, l'élu se retire. Une décision mûrement réfléchie et sans contrainte. J'avais fixé il y a de cela quelque temps les conditions qui devaient permettre une liste de large rassemblement et pour faire en sorte de partir à la conquête de ces municipales. Et je n'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte que ces conditions soient réunies. Et par conséquent, j'en tire les conclusions. Je pars fier de ce que j'ai fait aussi, et, avec quelques regrets bien sûr. Mais je crois que c'est des décisions comme celle-là qui font qu'on peut aussi réconcilier la population avec la politique et dire que les politiques sont d'abord des hommes, des femmes, avec une sensibilité que, ouais, c'est quelquefois rude aussi, faut le dire, c'est pas toujours de tout repos. Depuis 1989, il est sur la scène de la vie politique strasbourgeoise. Mais à 64 ans, il tire sa révérence. Il quittera également le monde politique à la fin de son mandat. Aujourd'hui, je vais d'abord terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Ensuite, j'aurai un peu plus de temps, bien évidemment, puisque je n'aurai pas de campagne électorale. Je vais un peu regarder quel horizon peut m'être ouvert pour les années qui viennent. J'ai 64 ans, je suis plutôt en forme, je ne pars pas, j'irai dans un désespoir absolu. C'est pas sans passement de cœur, mais c'est pas non plus quelque chose qui rend la vie impossible. La première interview que je donnais à des collègues, à vous, en 89, c'était pour dire mon rêve est d'être sur le trottoir, à toujours pouvoir saluer, regarder mes concitoyens dans les yeux. C'est fait. Et donc, je resterai comme ça. Et voilà, à 9 mois des élections municipales, les candidatures officielles commencent à tomber. À Schiltigheim, Hélène Hollederer a été investie tête de liste par La République En Marche. Le reste de l'actualité nous emmène dans le Haut-Rhin, à Mulhouse. Plus précisément, les blouses blanches étaient à nouveau dans les rues ce matin. En grève depuis plusieurs semaines, le personnel des urgences a intensifié le mouvement aujourd'hui, et cela malgré l'annonce du déblocage de 70 millions d'euros par le gouvernement. Marine Zis a suivi pour nous un drôle de cortège sur plusieurs kilomètres. Il est 9h et le cortège prend le départ depuis l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Croix, cercueil, musique funéraire, le ton de cette manifestation est donné. Une centaine de professionnels des services d'urgence ont marché dans le silence pour montrer leur désarroi.
On commence une garde parfois avec 2-3 lits disponibles. Pour les 160 personnes qui arrivent, on sait qu'il faudrait en hospitaliser entre 30 et 40. Et on a 3 lits disponibles. C'est la sécurité des patients qui est en jeu. Et voilà, ça devient clairement intolérable. On essaye du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on nous donne. Mais en rentrant, c'est vrai qu'on a toujours un sentiment de choses incomplètes. Les soins ne sont pas réalisés comme on aimerait les faire. On a beaucoup de médecins qui vont nous quitter d'ici la fin de l'année. C'est l'une de nos plus grandes préoccupations, nous, soignants. Pour nous, en fait, perdre tous nos médecins, c'est voir le service mourir. Un service qui ferme, c'est des patients qui vont devoir se déplacer beaucoup plus loin pour bénéficier d'une prise en charge aux urgences. Les grévistes ont ensuite rejoint l'hôpital du Hasenrhein où se trouve la direction du groupe hospitalier de Mulhouse Sud-Alsace. Là-bas, un enterrement a été célébré, celui du service des urgences. Un moment émouvant durant lequel le personnel a dénoncé le manque de moyens humains, mais aussi matériels. C'est le cœur lourd. Le sentiment de n'avoir pas su mener à bien une mission, que nous allons nous recueillir. Tout est fini pour nous au jour d'aujourd'hui parce qu'à la fin de l'année, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. C'est notre métier et on aime ce qu'on fait. Donc c'est très compliqué d'enterrer quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie que ce service renaisse, mais pour que ce service renaisse, déjà, on lance un appel aux médecins. La direction a entendu la demande du personnel hospitalier et les a rencontrés dans la foulée. Des propositions ont été faites, elles seront étudiées par les représentants du mouvement. Secteur médical toujours, après 25 ans d'existence, l'Institut de recherche et de formation chirurgicale, l'IRCAD, poursuit son développement. Ce matin, sur le site de l'hôpital civil de Strasbourg, la première pierre d'une nouvelle extension du centre de chirurgie a été posée. Bloc opératoire, expérimentaux, auditorium de 250 places. L'objectif est toujours le même, transformer la chirurgie pour la rendre moins agressive pour les malades. On écoute Jacques Maresco, président fondateur de l'IRCAD, au micro de Camille Roland. L'extension de l'IRCAD, qu'on appelle l'IRCAD 3, en fait c'est l'IRCAD 4 parce qu'il y a déjà eu 3 extensions. C'est de faire un institut qui est totalement dédié à la robotique chirurgicale, la recherche, la formation. Et pourquoi ? Parce que nous, on a développé ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, c'est des petits trous et la laparoscopie où il faut faire ça avec les mains. C'est extrêmement difficile et beaucoup de chirurgiens n'arrivent pas à faire des prouesses chirurgicales de façon manuelle. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle la chirurgie assistée par ordinateur ou la chirurgie robotique va se développer dans le monde entier. C'est parce qu'elle va se développer que nous, on est obligés de suivre. Et pour suivre, il fallait faire un nouveau bâtiment. Dans ce nouveau bâtiment, si vous voulez, bien sûr, il va y avoir la recherche et continuer la recherche qu'on fait, notamment par exemple, on fait une recherche avec la grosse compagnie allemande qui s'appelle Storz pour développer des robots pour l'endoscopie flexible. C'est, vous savez, le long gastroscope, par exemple, qu'utilise un gastro-entérologue. Et ensuite, il y a la formation, c'est-à-dire sur tous les nouveaux robots qui vont arriver, notamment le robot Medtronic, qui est une nouvelle génération de robots. Forcément, il faut, vous savez, comme un avionneur qui fabrique un avion, il forme les pilotes. Nous, à partir du moment où il y a des nouveaux robots qui arrivent sur le marché, pour le bien des malades, il faut former les chirurgiens. Un équipement rare sera inauguré demain à l'Institut Charles Sadron sur le campus du CNRS à Strasbourg, appelé tomographe. Cet appareil permettra aux scientifiques de reconstituer des images en 3D d'objets comme les mousses pour étudier leur structure. Un investissement de 700 000 €. Martin Cowell nous en dit plus sur ce curieux appareil. De la mousse, il y en a partout. Qu'elle soit naturelle comme dans une tasse de café, artificielle comme dans le revêtement du sol d'une salle de sport, ou encore dans des isolants. Pourtant, ces matériaux ne sont pas très bien connus par la communauté scientifique. Ce sont des matériaux que l'on sait fabriquer depuis de longue date pour des propriétés de choc, d'absorption, d'isolation, mais dont on ne comprend pas pourquoi ils ont ces propriétés-là. Qu'est-ce qui est lié à la chimie de la matière utilisée et qu'est-ce qui est lié à la structure de cette mousse, cette forme de alvéole. Cet instrument nous permet de faire ces études-là. Cet instrument, c'est un tomographe. L'Institut Charles Sadron a investi 690 000 € dans cet appareil. Il permet de reconstituer une image en 3D d'un objet avec une précision allant jusqu'au micron, c'est-à-dire jusqu'au millième de millimètre.
La technique utilisée, c'est une technique à rayons X, donc avec un générateur à rayons X qui est positionné ici, un échantillon donc qui se retrouve face aux rayons X sur une platine porte-échantillon en rotation. Donc les rayons X qui sont générés par ce générateur traversent l'échantillon et sont récupérés sur le détecteur qui se situe ici. Donc en fait, ce qu'on réalise, c'est une radiographie de l'échantillon. Cette technologie existait déjà dans quelques laboratoires en France, mais pas encore en Alsace. Les scientifiques devaient se déplacer dans d'autres instituts de recherche pour louer des tomographes, jusqu'à 4 000 € la demi-journée. De pouvoir tester ici 80% de nos besoins permet d'avoir nos informations, de faire collaborer les gens qui fabriquent les mousses avec les gens qui caractérisent les comportements mécaniques, d'initier des collaborations avec d'autres laboratoires et de collaborer à l'échelle de la Fédération Matériaux et Nanosciences Grand Est et principalement les laboratoires d'Alsace. Une scientifique de l'Institut Charles Sadron vient de décrocher une bourse européenne de plusieurs millions d'euros pour financer ses recherches pendant 5 ans. L'objet de ces études, la mousse formée par l'assemblage des bulles de savon. Le tomographe n'a pas fini de permettre à la science de faire des découvertes. La fête de la musique, c'est vendredi, mais à la Maison de l'Alsace, elle se fête avec un peu d'avance. Après un débat autour de l'économie de la musique, 3 artistes alsaciens se sont partagés la scène hier soir. Reportage de Nora Boiriwa. Alors que la 38e édition de la Fête de la musique a lieu ce vendredi soir, la Maison de l'Alsace a décidé d'avancer de quelques jours les festivités en organisant un concert avec Natacha Andreani, Nawelka et Virginie Schaeffer. Même si ces 3 chanteuses alsaciennes ont des univers bien différents, pour elles, la Fête de la musique est synonyme de partage. Écoutez, c'est tout simplement partager notre passion avec le public qui est là, je crois que c'est un moment festif en fait. 21 juin, moi personnellement j'adore, que ce soit en tant que spectatrice ou en tant qu'artiste, parce que j'aime bien aller voir jouer d'autres personnes sur scène, c'est important je pense, donc ouais, le partage. C'est à chaque fois des découvertes où je m'arrête devant des scènes où je me dis mais si j'étais pas là ce soir, je les aurais pas connus. Donc du coup, voilà, je préfère aller voir les gens chanter. Ouais. Une partie de la soirée était aussi consacrée à un débat autour de l'économie et la musique. Ce n'est pas toujours simple de pouvoir vivre de cet art et l'industrie musicale évolue sans arrêt. Le Crédit Mutuel, lui, s'investit depuis 15 ans dans cet univers et est partenaire de plus de 600 événements musicaux en France. Nous soutenons effectivement des artistes, mais nous sommes surtout présents pour soutenir des lieux d'animation, pour soutenir des salles, pour soutenir également des festivals. Bon, par exemple, la Foire aux Vins de Colmar, pour prendre un exemple alsacien. Le 21 juin, Natacha Andreani sera sur scène à Lyon dans le cadre de sa tournée. Virginie Schaeffer présentera son dernier album à Kingersheim et Nawelka sera à Strasbourg pour profiter des concerts en tant que simple spectatrice. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Olivier Anne. Ce n'est plus l'agence touristique d'Alsace, mais celle du Grand Est, mais elle vient tout de même de publier les chiffres du tourisme en Alsace, et ils sont plutôt bons. Nous avons accueilli l'an passé 23 millions de visiteurs, dont les 2 tiers ont au moins passé une nuit dans notre région. Et l'étude entre dans les détails. 1,5 million de cyclistes ont parcouru 62 millions de kilomètres, quand les golfeurs ont acheté 50 000 green fees et que les joueurs de casino ont aussi consommé 140 000 repas. L'Alsace concentre 49% des hébergements du Grand Est. Seuls 28% des touristes sont étrangers, mais tous sont globalement satisfaits de leur séjour en Alsace, en raison notamment de la beauté des paysages, de la qualité de l'hébergement et bien sûr des marchés de Noël. Cécile, 23 millions de visiteurs. Pas mal, hein. Voilà, ça s'appelle une région attractive. Merci pour ce JT. On accueille le plateau du soir. Tanguy Flores, venez nous rejoindre. Sabrina Keller, Anthony Gonçalves, avec nos invités. Venez Laurent Couronne, directeur général des DNA et du Journal de l'Alsace. Et Benjamin Latte, un palmarès incroyable en canne de combat. C'est ce qu'on va vous montrer dans cette prochaine édition. Avant cela, quand même, parce qu'il fait très chaud en Alsace. Le temps, c'est parti. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi, eh bien, le soleil sera encore présent et ce, dès votre réveil, absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Côté température, eh bien, on n'est pas mal du tout puisqu'il fera déjà 17 degrés. Si vous êtes dans le nord de la Suisse, on retrouve ces 17 degrés en Alsace du côté de Colmar ainsi que Wissembourg. 18 degrés de Saverne jusqu'à Strasbourg et 20 degrés, ce sera la maximale chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. L'après-midi, eh bien, ça se passe très bien puisque le soleil sera toujours présent et les valeurs quant à elles, eh bien regardez, il fera très chaud dans l'après-midi, 31 degrés ce sera la maximale à Strasbourg, 29 degrés à Saverne ainsi qu'à Colmar, 28 degrés du côté de Mulhouse, Bâle ou encore Fribourg et 30 degrés si vous êtes du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de jeudi, eh bien la pluie est de retour et les valeurs iront entre 27 et 28 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Romualdes. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous dire au revoir à 21h34. Excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et Laurent Couronne est notre invité, ravi de vous accueillir. Bonjour. Voilà, directeur général du Journal d'Alsace et des dernières nouvelles d'Alsace, depuis quelques mois à peine. Comment s'est faite cette transition professionnelle et d'arriver en Alsace ? Très simplement, parce que, comme ça se passe très souvent, par une rencontre avec le président du groupe EBRA. Ouais. Et puis, il y avait le départ à la retraite de mon prédécesseur en Alsace et de mon prédécesseur au DNA, donc voilà. Il y avait une fenêtre de tir qui était intéressante. Tout à fait. Professionnellement pour vous. Très intéressante. Alors en discutant un petit peu avec son staff et vos amis, vous êtes du Sud, vous êtes né à Béziers, on va en parler dans un instant. Et en fait, au départ, c'était un peu un choc le lundi, en ouvrant les pages sport, en vous disant pourquoi il n'y en a que pour le Racing. Je rappelle que c'est la présidente de Femmes de Foot, ou le basket, la SIG, mais où est le rugby ? Exactement, c'est vrai que quand on est originaire du Sud, on a du mal à imaginer qu'un ballon ne puisse être rond. Ça, voilà. Toutefois, j'ai quand même... C'est gentil pour les Marseillais. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même vécu quelques années à Auxerre, et avec la J Auxerre pendant 8 ans, qui était en Ligue 1 à l'époque. J'ai eu l'occasion de bien me familiariser avec le foot. Voilà, il y a pas tellement de rugby. Et avec plaisir. Voilà, il n'y a pas trop de rugby non plus à Auxerre. Non. Voilà, je l'ai dit, vous êtes né à Béziers, école de commerce à Montpellier, fan de moto, vous roulez sur quoi ? Alors non, je suis sur Yamaha, mais c'est un vieux rêve que je viens de réaliser. D'accord. Je viens de passer mon permis et d'acquérir la moto. Eh ben c'est très bien, il découvrira l'Alsace à moto, c'est une bonne chose. Fan de rugby, on sait que le sport véhicule certaines valeurs. Le rugby, c'est vraiment dans votre ADN, c'est votre sport de prédilection ? Oui, effectivement, c'est dans nos gènes, quand on est originaire du bord de la mer, de ce côté-là, de la France. Et c'est vrai que dans les valeurs, pour moi, c'est d'abord le collectif. Même un chef d'entreprise seul ne fait rien. Voilà, c'est le respect des personnes, le respect de la parole, de l'écrit, et puis des règles du jeu. Voilà, et puis c'est à respecter. Et puis c'est surtout l'engagement dans le changement. Voilà, et on va voir que vous êtes un pur produit de ce qu'on appelle la PQR. La PQR, c'est la presse quotidienne régionale. Vous avez pas mal bougé. Gabon, ça c'était en coopération. Directeur général de Centre Presse, qui est le groupe Midi Libre. Directeur général du groupe France Antilles. Vous avez donc été quelque temps en Guadeloupe. Retour en Normandie dans le groupe R100. Puis Auxerre, vous le citiez, avant de rejoindre le groupe La Montagne. C'était juste avant les DNA. Être un pur produit de la PQR, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça veut dire surtout que c'est une aventure extraordinaire dans la mesure où la PQR a cette chance, c'est de parler tous les jours des gens au milieu, et nous vivons au milieu d'eux. Voilà. Et en fait, aujourd'hui... Comme nous en télé-régionale. Voilà, tout à fait. C'est la proximité, c'est des visages, des personnes très différentes et sur des régions très différentes. Alors la presse quotidienne se transforme. C'est quoi vos missions pour l'EDN et l'Alsace aujourd'hui ? Et justement, c'est accompagner cette transformation et du modèle économique et de s'adapter aussi aux nouvelles consommations de lecture. En faisant quoi, par exemple ? Essentiellement, c'est aller, d'une part, continuer à développer, bien sûr, et accompagner le print, mais c'est surtout développer tous les supports digitaux, qui soient sur les sites ou sur les applis. On sait qu'on achète moins de papier aujourd'hui. Il y a moins mais ça reste quand même 90% encore de... Oui, les chiffres sont encore bons, mais ça a un petit peu baissé. Ça a baissé. L'avenir, c'est quoi ? C'est développer le digital aujourd'hui ? C'est le développement le digital, essentiellement le digital, et de trouver un modèle économique dans le digital avec la monétisation des contenus.
Est-ce qu'il y a une spécificité régionale en Alsace? On aime bien se dire ça chez nous. Hein. L'Alsace, c'est un peu à part, on aime bien. On n'est pas du tout chauvin. On n'est pas du tout chauvin. Vous débarquez du Sud, vous débarquez d'ailleurs. Vous sentez quelque chose de particulier sur lesquels il faut travailler, qui peut être plus facile qu'ailleurs ou plus compliqué qu'ailleurs? Alors, il y a des spécificités dans chaque région, et particulièrement en Alsace. D'abord, c'est une région très dense, population très riche. Très attachée à sa presse régionale. Très attachée. Et il y a surtout des choses qu'il ne faut pas changer. Et les marques que sont les DNA ou l'Alsace, ce sont des marques essentielles auxquelles les lecteurs sont attachés, et celles-là, il ne faut pas y toucher. Après, il faut juste accompagner l'évolution de nos organisations et de notre façon d'écrire, que ce soit sur le print et que ce soit sur le digital, pour s'adapter en fait à la nouvelle façon de lire des lecteurs. On sait qu'aujourd'hui les DNA c'est plus fort sur le Bas-Rhin, l'Alsace c'est un peu plus fort sur le Haut-Rhin, c'est ça? Oui. Ne pas y toucher? Non, oui, tout à fait, bien sûr, les équilibres sont là, il faut les respecter, et puis je pense que de toute façon, les lecteurs ne souhaitent pas que cela bouge, voilà. Donc il n'y a aucune volonté de ce côté-là de changer ces équilibres. Ce qu'il faut, c'est accompagner l'équilibre économique, le nouvel équilibre économique. Il y a aussi le portage, qui est aussi un peu une spécificité, ouais. On ouvre sa boîte aux lettres, et on a les DNA ou l'Alsace dans sa boîte. Effectivement, c'est vraiment la particularité de l'Alsace, c'est d'avoir 85% des journaux livrés à domicile, et c'est vraiment le taux de livraison le plus fort de France. Alors moi je pensais que c'était partout pareil, dans toutes les magazines, il n'y a pas ça à Béziers, les journaux. Il y a, mais c'est dans des proportions beaucoup moindres. Ça veut dire qu'on lit son journal beaucoup plus tard. Nous, on est habitué au petit-déj, quoi. En fait, dans les autres régions, les gens vont l'acheter beaucoup plus au magasin. Au magasin. On passe et on va se boire un petit café, mais à Béziers, il y a un peu plus de soleil. C'est aussi une des raisons. Voilà. Reconquête du numérique, ça fait partie des missions. Ça fait partie essentiellement des missions. Oui. Bon, puis accompagner tout ce qui est aussi la diversification. Et ben vous restez avec nous. Avec plaisir. Vous connaissez de la canne de combat? Non, je la découvre. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup. Il y a combien de licenciés Benjamin en Alsace? En Alsace, je ne sais pas. En France, il y en a à peu près 5000. 5000, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup. Voilà. Vous allez voir que ce garçon est un pur athlète. On a quelques images, ça sera à suivre évidemment juste après Femmes de foot. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Et Sabrina, ce soir, il ne s'agit pas d'un rugbyman que vous mettez à l'honneur. Non, mais d'un pur athlète aussi. Je suis désolée. Ouais, le chouchou du public strasbourgeois, il est le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg. Sur le terrain, il donne sans compter. Et dans la vie, c'est pareil. C'est un homme au grand cœur. Anthony, bonsoir. Depuis 3 ans, vous êtes à Strasbourg, champion de France de Ligue 2, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Et vous êtes extrêmement apprécié des supporters. Ça vous fait quoi, tout ça? Bonsoir. C'est vrai que j'ai cette chance d'avoir beaucoup de personnes qui me soutiennent, et ça me donne énormément de force, et ça me donne beaucoup d'envie aussi à chaque fois de continuer à me battre et de pouvoir rendre le peuple bleu et blanc fier de ce qu'on peut faire. Donc voilà, je ne suis pas tout seul à le faire, mais c'est vrai que personnellement, ça me donne énormément de force. Et ces titres, vous vous y attendiez en arrivant au Racing? Non, j'espérais vraiment, en arrivant ici, accéder à la Ligue 1. C'était vraiment un choix mûrement réfléchi, parce que je sortais d'un club où j'étais resté 15 ans. Donc c'était vous vraiment... êtes un homme de club. Hein. Ouais, quand je suis dans un club, j'essaie de me donner à 100% jusqu'au bout, et de respecter le club du mieux que je peux, voilà, avec mes défauts et qualités. Mais, vous êtes infidèle. J'aime rester. Je suis pas forcément pour bouger énormément. Quand on est bien quelque part, on essaie d'y rester le maximum de temps. Donc voilà, dans le foot, ça arrive de moins en moins, mais voilà, on va dire que je suis une petite exception. On va dire. Vous faites partie du top 5 des meilleurs joueurs de la saison. J'ai le sentiment que pour vous, c'est plus pour votre famille que c'est important. Vous en êtes fiers, c'est votre moteur, c'est ça? Ouais, vous avez tout résumé. Sans ma famille, je suis vraiment rien. Ils ont beaucoup donné étant plus jeune, pour que je puisse justement faire tout ce que j'ai pu faire dans le football. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices. Je suis d'une famille avec 4 enfants, 3 frères, et on est une famille très très modeste. Et aujourd'hui, je pense que toute ma réussite, je la dois énormément
justement à mes parents et mes frères parce qu'ils ont toujours été là malgré les difficultés. Et vous les rendez, vous allez avoir 33 ans, c'est encore jeune, bon dans le foot un peu moins, hein, et vous dites que finalement l'âge c'est pas très important, vous parlez de la grinta. C'est quoi la grinta alors ? La grinta c'est avoir envie toujours. Voilà, moi je pense que le jour où justement je perds ce côté un peu de grinta, l'agnac, il sera temps pour moi de mettre les crampons au placard ou de les donner à mon fils pour qu'il prenne la relève. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge. Tant que sur le terrain, tu donnes le meilleur et que tu réponds aux attentes, voilà, C'est un peu un tueur quand même. Hein. Ça ne se dit pas, mais sur Internet, c'est un peu un tueur. Vous avez marqué 5 buts cette année. Ouais, c'est comme quoi ça arrive. Ouais. Je vous regarde avec beaucoup d'admiration, ça arrive. Dont un contre le PSG. Contre le PSG. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça. Ouais, c'est pas mal. Et alors, c'est particulier de marquer contre le PSG ou c'est un but comme un autre ? Non, voilà, le plus beau, ça a été celui contre Lille parce qu'il venait surtout, voilà, encore une fois, donner énormément de bonheur à ma famille. Mais c'est vrai que celui du PSG contre Buffon, quand même, hein. voilà, en étant en plus supporter du PSG plus jeune et mon grand frère qui est supporter du PSG était présent. Voilà, donc je lui ai dédicacé en me replaçant. C'était sympa. Neymar a pas tellement aimé, quoi. C'est pas votre grand pote, visiblement. Non, j'ai rien contre lui. Voilà, aujourd'hui, il fait sa vie, je fais la mienne. Moi, j'en ai rien à faire de ce qu'il peut faire, quoi. C'est pas mon monde à moi. Je suis quelqu'un de très terre à terre et je connais la. Partir, hein, Paris. Il a pas l'air d'être très bien ici en ce moment. C'est son problème. C'est son problème. Exactement. Voilà, non, mais un homme au grand cœur. Donc moi, j'étais très heureuse qu'il marque forcément en tant que parrain femme de foot. Voilà, et qui est l'un des parrains de votre association. Oui. Et pourquoi vous avez accepté finalement ? Dites-le que c'est pas sous la contrainte. On peut rien vous refuser, c'est pour ça. C'est pas Marc Keller, son époux, qui... Pour re-signer 2 ans, il fallait que j'accepte. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il a re-signé. Non, c'était avant. Mais non, au-delà de ça, voilà, j'ai participé à une opération et ça s'est très bien passé. Je suis revenu vous voir ensuite pour qu'on puisse discuter un petit peu et je voulais m'investir un peu plus parce que je pense que malheureusement on est tous plus ou moins touchés dans notre cercle familial ou d'amis par des difficultés de la vie et vous avez accepté que je puisse donner de mon temps. Vous êtes celui qui porte super bien le polo en même temps. Vous avez vu comme il est beau avec son polo femme de foot. Voilà. Non, mais c'est vrai que parrain des 24 heures de l'ASD, c'est ça. Tout à fait. Il sera parrain au profit de l'association Femmes de foot. C'est le 29 et le 30 juin. Un petit mot pour Jean-Luc Filzer, j'imagine aussi. Oui, non, Jean-Luc m'a sollicité. Voilà, et c'est quelqu'un aussi qui a un cœur énorme et qui a énormément de valeur. Donc, une personne que j'ai appris à connaître depuis mon arrivée ici à Strasbourg. Voilà, donc ça a été avec beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur que j'ai accepté. Oui, il faudra venir. 29 et 30 juin, on a les coordonnées. C'est 24 heures de foot. Un petit mot, Laurent Couronne, c'est les valeurs du sport, ça, ce qu'on vient d'entendre avec Anthony. Hein. Tout à fait. Complètement. Oui, je partage. Voilà. Benjamin ? Il a tout dit. Il a tout dit. C'est un quadruple champion du monde qui vous le dit. Vous restez avec nous, on marque une toute petite pause à suivre. Benjamin Latte, nouveau titre de champion de France, ça c'est son 10e, ce qui est assez incroyable. Mais vous allez comprendre aussi qu'il faut vraiment du travail pour rester à ce niveau-là. Et ça sera bien sûr aussi Tanguy Flores après ça. Et retour sur le plateau avec notre invité Benjamin Latte. Comment allez-vous, Benjamin ? Ça va très bien. Combien de titres de champion de France en canne de combat ? 10. Combien de titres de champion du monde en canne de combat ? 4. Si ça, c'est par respect absolu. Alors, on a regardé un peu partout votre Facebook, etc., en se disant, OK, il faut une condition physique forcément exceptionnelle. Alors, regardez ce que ce garçon s'inflige régulièrement comme entraînement. Et Anthony, vous qui êtes aussi un sportif, vous me direz, s'il n'y a pas un peu un côté inhumain. Voilà. C'est costaud. C'est très costaud. Vous mesurez combien, Benjamin ? 1m83. Et vous pesez ? 83 kg à peu près. Voilà, alors regardez cet entraînement et ça n'arrête pas, c'est une vidéo incroyable. À quelle cadence en fait vous faites ces entraînements-là ? Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ça, ce qu'on voit dehors. Une séance de préparation physique et une séance de préparation technico-tactique. Et pourquoi
Parce que tout réside dans l'entraînement. Tout réside dans l'entraînement, effectivement, dans le sérieux à l'entraînement et dans la discipline de préparation. Voilà, et en regardant ça, en technique, on me disait, mais c'est Rocky, quoi. Et alors, ça me fait penser, on vous a reçu il y a 2-3 ans, c'est ça. Et on va voir maintenant ce qu'est de la canne de combat. Votre jeu de jambes, c'est presque un jeu de jambes de boxeur. Hein. C'est ça. Mais je pratique aussi la boxe, donc je pense que ça doit venir de là. C'est deux sports qui sont très proches au niveau des appuis et au niveau de la demande de la condition physique. Alors regardez, c'est un combat, dernier combat récent en tout cas. On va laisser le son et comme ça on va pouvoir le commenter. C'est parti, regardez. Alors vous êtes en bleu. Je suis en bleu, oui, tout à fait. En rouge, c'est un camarade de club. Ok. On s'était rencontrés en demi-finale cette année. Alors en fait, vous avez des protections ? On est protégé, on a une protection, une tenue matelassée pour éviter les impacts des coups. Parce qu'avec la canne et l'inertie, ça fouette bien violemment. Expliquez-nous les règles en fait, parce qu'on vous voit tourner, on voit faire des figures. C'est quoi le principe de la canne de combat ? Alors c'est très simple, le but de la canne de combat, c'est toucher sans être touché. Un combat en canne de combat se déroule comme un combat de boxe, c'est-à-dire qu'on enchaîne les techniques autant qu'on le souhaite, tant qu'elles sont dans le respect du règlement. Et à la fin, c'est celui qui a touché le plus souvent qui a gagné. On doit toucher avec le bout de la canne et avec les techniques codifiées. Et on doit toucher quoi ? Les bras, les jambes ? On peut toucher le flanc, la tête et les jambes. Voilà. Tanguy, vous avez déjà fait de la canne de combat ? Non, pas du tout, mais ça me fait penser un petit peu à des arts martiaux mélangés à de l'escrime et ce genre de choses un petit peu. On est inspiré de ce genre de pratique ? Alors c'est une discipline à la base qui a été créée vers le 16e, 17e siècle. C'est une discipline de self-défense. Quand les gens n'ont plus le droit de se protéger avec une épée dans la rue, ils se baladaient avec une canne et ils utilisaient cette canne comme une discipline japonaise qui ressemble à ça. Et c'est Sherlock Holmes que vous voyez dans les films. Tout à fait. Exactement. Historiquement, en général, les sports de combat dans chaque région du monde évoluent de la même manière. C'est ce qui s'est passé au Japon, en Chine et en France avec la canne de combat qui a après par la suite évolué en sport de combat. Alors self-défense, on se balade quand même pas dans la rue avec un bâton. Pas du tout. Par contre, on a la gestuelle. On a la gestuelle. Un peu comme le Krav Maga. Tout à fait. Mais d'ailleurs, en canne de combat, on a une discipline qui est la canne de défense. Et donc qui permet d'apprendre à se défendre avec un bâton, un objet contondant, à main nue, etc. face à différents types d'agressions, qu'on enseigne d'ailleurs dans notre club. Alors on voit remettez-nous quelques images, on vous voit tourner sur vous-même, etc. Voilà. À ce moment-là, votre adversaire ne peut pas vous taper... Il peut le faire, mais c'est un mouvement qui est assez rapide, qui peut surprendre et qui peut aussi avoir un côté tactique si on sait qu'il va attaquer par exemple. Faire semblant de tourner sur soi-même ou alors ralentir un petit peu pour mettre la parade et derrière accélérer. C'est quoi le petit plus que vous avez ? On n'a pas 10 titres de champion de France et 4 titres de champion du monde pour rien. Pourquoi les autres n'arrivent pas à vous égaler ? C'est quoi ce qui fait la différence ? Je pense que ce qui fait la différence actuellement, c'est mon mental et ma détermination qui me permettent justement de m'entraîner, de me remettre en question à chaque fois. Je ne pars pas en tant que champion quand je me prépare. Je pars de rien, je me remets en question et je m'entraîne encore plus dur pour progresser à chaque fois. Vous n'aimez pas perdre ? J'aime pas perdre et j'aime gagner. Voilà. On a d'autres images de compétition. Comment c'est jugé ? C'est des arbitres, on compte les coups, on compte les points ? Tout à fait, il y a 3 juges autour de l'aire de combat qui valident les touches ou non. Et à la fin, les 3 juges se réunissent, font le total des touches et déclarent un des 2 tireurs vainqueur. Voilà, c'est un sport confidentiel et moi je trouve que c'est très esthétique, hein. C'est vraiment un beau sport. Ouais. Pourquoi c'est si confidentiel ? Pourquoi pas plus de licenciés que 5000 licenciés ? C'est un petit sport qui a peu de moyens pour l'instant, qui a eu du mal à se développer, qui commence à se développer maintenant avec les nouvelles équipes dirigeantes au sein de la fédération et du comité national. Donc c'est en train de se développer, il y a de plus en plus de licenciés, j'espère que ça va continuer comme ça. Anthony, vous avez vu l'athlète, hein. Vous qui êtes aussi un athlète de haut niveau, ça vous évoque quoi ? Non, respect. Le palmarès parle pour lui et puis il s'inflige un entraînement quotidien vraiment intense. Donc, comme il l'a dit, je pense que de toute façon, dans le sport, on n'a rien sans rien. Donc, il faut à chaque fois se remettre en question et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il a dit. J'ai dit à Laurent Corin, je lui ai demandé tout à l'heure, tu as eu un article dans les DNA ? Il m'a dit oui. Voilà. J'en doutais pas. Voilà, un petit article. La suite, c'est quoi ? Il y a d'abord une manifestation canne de combat, le Challenge National Jeune, qui va se dérouler fin du mois. Hein. C'est les 29 et 30. Vous y participez ? J'y participe en tant que juge-arbitre. Et on a également, je crois, 13 enfants de notre club qui sont inscrits à ce challenge, qui est organisé à Schiltigheim pour la première fois. Et quand on a tout gagné comme vous, on court après quoi ? Moi, après la retraite, parce que c'était ma dernière compétition nationale.
Ok, là c'est fini. Je prends ma retraite de compétition. Le sport, c'est je continue à m'entraîner. Je vais continuer à entraîner en boxe française, en canne de combat, en canne de défense dans notre club. Et à entraîner en tant que coach sportif à domicile. Ah, ça c'est super. Voilà, dites-nous Sabrina. Je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous connaissez ce sport? Pas du tout, je vais découvrir avec. Voilà, et Tanguy Flores. Ah bah oui, ça donne envie. Ouais. Voilà, ça donne envie. Bonne route à vous et bravo. Merci. Pour ce superbe palmarès. Vous restez avec nous. Chap, c'est toute l'actualité de l'application et c'est avec Tanguy Flores. Si tu veux jouer la sérénade à ton amoureuse, tu oublies la guitare et tu prends en orgue. Ah. C'est pas mal, hein. Tu l'amènes dans une église, poum poum, machin, l'orgue, tout 400 tuyaux, franchement, ça marche. Ouais, c'est un peu encombrant. Voilà. Sauf si on peut le transporter. Ah. Et là, il y a la manufacture Blumenroder à Haguenau qui vient de fabriquer le plus grand orgue positif de France, qui est transportable, qu'on pose au sol. C'est l'inverse du grand orgue qui généralement est accroché quelque part. Voilà, ça a été livré à la chapelle royale du château de Versailles, s'il te plaît. Deuxième orgue pour cette manufacture qui a été créée à la fin des années 90. On voit les images. Regardez ça. Exactement. Ça, c'est 400 tuyaux, 3000 heures de travail. Ça a été fabriqué, mesdames et messieurs, à Haguenau, dans le Bas-Rhin, et c'est dans la chapelle royale du château de Versailles. Si ça, c'est pas classe, alors c'est en orgue, hein, voilà, on se dit ouais, l'orgue c'est machin. Bah non, l'orgue ça revient, l'orgue c'est intéressant, et l'orgue c'est du patrimoine culturel. Et je vous présente Quentin Blumenroder, c'est le patron de la manufacture, c'est lui avec son équipe qui ont fabriqué cet orgue positif. Je l'ai rencontré à l'église de Rosheim, Saint-Pierre-et-Paul. Il est en train de restaurer un orgue 1734. Un orgue Silbermann, c'est une grande famille qui fabriquait des orgues en Allemagne, en Suisse, en Alsace au 18e. Silbermann, c'est ce qu'il y a de plus connu. Ouais. Il y en a eu 96 et il y a un taf de dingue. Et il n'y a pas de main-d'œuvre. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça fait partie de ces métiers d'art, ces métiers exceptionnels où il faut avoir. Pas de facteur d'orgue. Il n'y en a pas assez. Partout en France, ils sont en rupture de facteurs d'orgue. Le boulot, ils en ont par-dessus la tête et ils ne trouvent pas des gens formés avec une oreille. Les gestes sont extrêmement précis, tout est manuel et ça, c'est absolument passionnant à raconter. On tombe sur des gens qui sauvent le patrimoine culturel d'une région, comme Quentin, regardez-le, à Rosheim. Silbermann, c'est the facteur alsacien. C'est la grande famille du XVIIIe siècle qui sont mondialement connus et qui ont fait un travail d'une qualité extraordinaire. Les plus anciens tuyaux remontent à 1734. On va y arriver. Hein. On a des cloches en laiton, je peux vous en montrer une par exemple. Quand je tape comme ceci sur le tuyau, je vais le refermer et donc il va devenir plus grave. Si je retourne la cloche et que je tape comme ça, je vais l'ouvrir et il va devenir plus aigu. Et voilà, et en fait c'est la longueur du tuyau et la forme du haut qui permettra d'accorder le tuyau. C'est une complexité extrême et surtout dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a un travail d'archéologie. Quand on est dans des œuvres 18e, eh bien, il n'y a pas du tout de plan et on a un matériel et il faut lire ce matériel, ça, on appelle ça lire une œuvre pour comprendre comment est-ce qu'elle a été réalisée, pour quelles raisons ce tuyau il est plus étroit que dans les autres orgues, etc. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un petit engouement de nouveau pour l'instrument, un renouveau pour l'orgue. Il y a beaucoup de commandes, les facteurs d'orgue sont tous à la recherche et nous manquons cruellement, à la recherche de collaborateurs, pardon, nous manquons cruellement de personnes formées. Et notre école de facteurs d'orgue, qui est unique en France et qui est basée à Échaud, ici au sud de Strasbourg, eh bien, il y a 3-4 candidats par an. À l'époque, où il y a 30 ans, nous étions 18. Aujourd'hui, n'importe quel facteur d'orgue formé qui cherche du travail, il aura le choix entre 10 artisans possibles dans toute la France. Et bon, on passe l'annonce. Hein. Non, on passe l'annonce. Et puis, j'aime bien, je suis archéologue. C'est génial, on se dit, il va aller en Égypte, machin. Non, que dalle, il est à Échaud, à Rosheim, partout, c'est en archéologue. Et puis, ils ont besoin de main-d'œuvre, c'est un métier passionnant. Alors pourquoi pas? Puis en plus, à Échaud, c'est unique en France, hein. Personne ne le sait. Il y a une formation de facteur d'orgue national, c'est unique en France et c'est en Alsace que ça se passe. Métier de passion, métier d'art et métier rémunérateur, quand il n'y en a pas beaucoup et qu'on en cherche, souvent on est plutôt bien payé. Exactement, le carnet de commande est plein, la preuve, ils recrutent, donc n'hésitez pas. Allez, il me reste 45 secondes, le temps de vous remercier. Benjamin Latte, bonne route pour vos nouvelles fonctions sur la boxe, sur la canne de combat, mais la compète c'est fini. La compétition c'est terminé. Voilà, Anthony, il y a l'Europe cette année? Ouais. Avec le Racing Club de Strasbourg? Oui. Waouh, c'est pas bon ça? Pas mal. Ouais. Vous y êtes prêts? Le groupe est prêt?
Là, on va finir les vacances et puis on va se retrouver dimanche. Bon, il faut inviter Laurent Couronne pour lui montrer qu'un ballon, c'est aussi rond. Ouais, on va faire ça. Voilà. Vous allez suivre le rugby un petit peu. On a parlé, on a reçu les nouveaux organisateurs du rugby de Strasbourg la semaine dernière. C'est quelque chose que vous allez suivre un peu en passionné. Je vais le suivre aussi. Voilà, ça. Bien sûr. S'il y a la une du rugby demain matin en DN, on sait d'où ça vient. Exactement. C'était un plaisir de vous recevoir. On repart dans l'actualité à présent avec le tour des cantons. C'est signé d'Adrien Lavie. Demain, en lieu et place, ça sera Anna Britz qui sera aux commandes de 24 heures en Alsace. Moi, je vous dis à vendredi. Salut. Le collège Galilée fait peau neuve. D'ici janvier prochain, les collégiens retrouveront un bâtiment entièrement rénové. Pour l'heure, les cours se tiennent toujours dans le bâtiment provisoire, mais on commence à voir le bout du tunnel. Fermé à la rentrée 2014 pour des défauts de structure, le collège avait dû déménager pour assurer la sécurité des élèves. Mais à Lingolsheim, on a su transformer cet événement en positif. Depuis la fermeture de Galilée, l'ensemble des acteurs de la jeunesse se sont rapprochés. Un rapprochement qui s'est concrétisé dans la signature du plan éducatif partagé et solidaire. On est rentré dans une dynamique, une forte volonté d'avoir un collège moderne, attractif, d'avoir des effectifs, une véritable mixité sociale également sur le territoire. Et du coup, on s'est dit, le volet immobilier, oui, bien sûr, c'est une évidence, mais pas seulement. Et à travers toutes ces discussions, il y a une véritable équipe qui s'est créée avec cette volonté forte de travailler ensemble au service de nos jeunes. Autour de la table, pour le PEPS, les deux collèges de la ville, le centre socioculturel L'Albatros, la commune, des acteurs associatifs et le conseil départemental. Pour ce dernier, c'est le moyen d'aller plus loin que la gestion du bâti et de proposer de véritables initiatives en matière d'éducation. On se concentre autour de 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment contribuer de la façon la plus efficace possible à la réussite et à l'épanouissement de nos collégiens. Le deuxième, c'est de contribuer à faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens actifs au cœur de notre ville. Et le troisième, c'est d'avoir un véritable partenariat sur le territoire avec la communauté éducative, les parents d'élèves, les familles, le monde associatif et les élus pour qu'ensemble, on arrive vraiment à être le plus efficient possible au service de notre jeunesse. Point de départ du PEPS, la reconstruction du collège Galilée à un investissement de 8 millions d'euros par le département. Le volet immobilier, il a été réfléchi avec les acteurs de terrain pour faire que notre collège réponde vraiment aussi aux besoins des équipes, aux besoins en évolution d'effectifs. Il y a eu effectivement un remaniement général des surfaces pour faire en sorte que dans l'usage, on trouve des choses qui correspondent très bien à la fluidité des circulations des élèves, à la possibilité pour les enseignants et les surveillants de faire bien leur travail. Donc en fait, tous ces éléments ont été travaillés avec l'équipe enseignante et les membres du département. Réouverture du bâtiment historique prévue pour janvier 2020. Dans le cadre du PEPS, c'est également le gymnase Maxime Alexandre qui est en cours de rénovation. Le partenariat a aussi permis aux 2 établissements de concrétiser un projet de longue date, le recrutement d'un adulte relais. Le PEPS, comme je le disais, est arrivé effectivement à point nommé pour nous permettre de voir aboutir ce projet dans la mesure où, évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement de ce type de poste et que nous cherchions à financer les 20% que l'État ne prend pas en charge pour financer le salaire de la personne. Si vous devez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été au collège ce que c'est, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est quoi les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Depuis le mois d'avril, Emeline travaille dans les collèges Maxime Alexandre et Galilée, ainsi qu'au centre socio-culturel. Elle y rencontre les jeunes en atelier ou individuellement. Sa mission, faire le lien entre les élèves, les familles et les établissements scolaires. C'est plein de petites choses en fait, des ateliers, des rendez-vous, un suivi en fait, un suivi du jeune qui va faire qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes peut-être dans la famille aussi, peut-être que la maman on va l'intégrer, peut-être que le papa il est pas assez présent, on va l'intégrer aussi, on va essayer de voir comment c'est possible en fait d'être tous ensemble au service du jeune et de son bien-être, quoi. L'adulte relais est une personne qui est tout d'abord un médiateur et qui est quelque part devenu le dernier rempart lorsque les équipes pédagogiques, éducatives ont épuisé toutes leurs ressources. Ok, et un point S, n'appartenant pas à D, mais pas trop loin. Autre action éducative menée en partenariat dans le cadre du PEPS, l'accueil d'élèves polytechniciens en stage d'octobre à mars. À Lingolsheim, ils sont 2 à intervenir à cheval sur les collèges et l'Albatros.
Alors ce soir et tous les autres soirs de la semaine, en fait, nous aidons des collégiens en partenariat avec leurs établissements et leurs parents à faire leurs devoirs, éventuellement à leur filer quelques petits coups de main supplémentaires s'ils le demandent, pour faire de l'approfondissement ou du soutien en plus. Ok, je laisse faire. Là aussi, l'objectif est d'apporter un suivi aux élèves, même quand ils sont hors des murs de leurs établissements. Ils vont appréhender les élèves vraiment comme les personnes qu'ils sont, dans le cadre scolaire, mais également dans le cadre personnel et familial, en collaborant à l'extérieur de la structure scolaire, au niveau du centre socio-culturel, mais également au niveau des associations d'aide. C'est pour éviter le décrochage scolaire, et c'est effectivement toujours dans cette idée, dans l'idée générale du PEPS, de renforcer tout ce qui est dans notre pouvoir, nous partenaires, pour améliorer la vie d'un jeune entre 11 et 17 ans à Lingolsheim, quoi. Initié à Lingolsheim pour faire face au drame de la fermeture du collège Galilée, le projet éducatif partagé et solidaire aura permis d'aller plus loin et de mener une politique jeunesse à 360 degrés. Philosophie d'action plutôt que recette miracle, ils ont vocation à s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Ainsi, les projets fleurissent un peu partout dans le Bas-Rhin. C'est vraiment un travail partenarial dans lequel les rencontres sont régulières, les décisions sont communes. Le choix aussi des intervenants se fait de manière commune et nous permet réellement ce travail au niveau de l'ensemble du territoire avec l'ensemble des partenaires. En fait, on ne parle plus à des personnes par téléphone ou par mail, mais vraiment à une relation humaine. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus-value. La plus-value, c'est qu'on travaille sur un projet avec de l'humain et pour de l'humain. Et plus rentrer dans des dispositifs avec du financier uniquement. C'est nécessaire de travailler ensemble, d'être dans une forme de concertation permanente, parce qu'on a nos objectifs politiques qui sont nobles, et il y a la réalité du terrain. Et il faut que les deux se rencontrent pour être véritablement efficients. Et il faut aussi entendre la réalité de chaque territoire. Pour l'heure, ce sont 4 autres PEPS qui sont lancés dans le département. Très prochainement, 5 autres devraient les rejoindre.